raison précoce de la vie sexuelle infantile est destinée au déclin parce que les désirs sont incompatibles avec la réalité et parce que l'enfant n'a pas atteint un stade de développement suffisant. Elle trouve sa fin dans les circonstances les plus pénibles, au milieu de sentiments profondément douloureux. La perte d'amour et l'échec portent au sentiment d'estime de soi, un préjudice durable qui reste comme cicatrice narcissique. C'est là, selon mon expérience et les vues de Marcinovski, dans les sources érotiques des sentiments d'infériorité, ce qui contribue le plus que tout au sentiment d'infériorité si commun chez les névrosés. La recherche sexuelle, qui se voit assigner des limites par le développement corporel de l'enfant, n'aboutit pas à une conclusion satisfaisante. D'où plus tard cette plainte « Je ne puis rien mener à bien, rien ne peut me réussir ». Le lien de tendresse qui attachait l'enfant surtout aux parents de sexe opposé a succombé à la déception, à l'attente vaine de la satisfaction, à la jalousie que suscite la naissance d'un nouvel enfant, cette preuve sans équivoque de l'infidélité de l'aimé ou de l'aimé féminin. Sa propre tentative menée avec un sérieux vraiment tragique pour créer lui-même un enfant échoue de façon humiliante. La diminution de sa part de tendresse, les exigences croissantes de l'éducation, les paroles sévères et à l'occasion d'une punition lui révèlent finalement toute l'ampleur du dédain qui est devenu son lot. On retrouve régulièrement ici un petit nombre de modes typiques selon lesquels se termine l'amour qui caractérise cette période. Voici que dans le transfert, les névrosés répètent et font revivre avec beaucoup d'habileté toutes ces circonstances non désirées et toutes ces situations affectives douloureuses. Ils aspirent à interrompre la cure alors qu'elle est inachevée. Ils savent se procurer à nouveau l'impression d'être dédaignés, contraindre le médecin à leur parler durement et à les traiter froidement. Ils trouvent à leur jalousie les objets appropriés. Ils remplacent l'enfant jadis ardemment désiré par le projet ou la promesse d'un important cadeau, le plus souvent aussi peu réel que celui-ci. Rien dans tout cela qui ait pu autrefois produire du plaisir. On pourrait supposer que ces choses devraient, aujourd'hui, provoquer moins de déplaisir en ressurgeant comme souvenir ou dans les rêves qu'en prenant forme dans une nouvelle expérience vécue. Il s'agit naturellement de l'action de pulsion qui devait normalement mener à la satisfaction, mais aucune leçon n'a été tirée du fait que même jadis, elles n'ont apporté que du déplaisir au lieu de la satisfaction attendue. Cette action des pulsions est répétée malgré tout, une compulsion y pousse. Ce que la psychanalyse révèle dans les phénomènes de transfert chez les névrosés peut être retrouvé dans la vie de certaines personnes non névrosées. Celles-ci donnent l'impression d'un destin qui les poursuit, d'une orientation démoniaque de leur existence, et la psychanalyse a d'emblée tenu qu'un tel destin était pour la plus grande part préparé par le sujet lui-même et déterminé par des influences de la petite enfance. La compulsion qui se manifeste là n'est pas différente de la compulsion de répétition des névrosés, même si les personnes en question n'ont jamais présenté les signes d'un conflit névrotique aboutissant à la formation de symptômes. C'est ainsi qu'on connaît des personnes dont toutes les relations humaines vont vers la même issue. Bienfaiteurs que de leurs protégés, si différents soient-ils, abandonnent après quelque temps avec rancune, comme s'il leur était dévolu de boire l'ingratitude jusqu'à la lie. Hommes dont toutes les amitiés s'achèvent par la trahison de l'ami, ce qui, de façon indéfiniment répétée, place quelqu'un d'autre dans une position de grande autorité, soit pour eux seuls, soit aussi pour le public, et qui renverse même cette autorité au bout d'un temps donné pour la remplacer par une autre. Amoureux dont chaque affaire de cœur avec les femmes traverse les mêmes phases et conduit à la même fin, cet éternel retour du même ne nous étonne guère lorsqu'il s'agit d'un comportement actif de l'intéressé et que nous découvrons dans sa nature un trait de caractère immuable qui ne peut que se manifester dans la répétition des mêmes expériences. Nous sommes bien plus fortement impressionnés par les cas où la personne semble vivre passivement quelque chose sur quoi elle n'a aucune part d'influence. Et pourtant elle ne fait que revivre toujours la répétition du même destin. Qu'on pense par exemple à l'histoire de cette femme dont les 3 maris successifs tombèrent malades peu de temps après qu'elle les eut épousés et qu'elle ait dû
soigner jusqu'à leur mort. Sur ce point, les remarques pertinentes de Carl Gustav Jung dans la signification du père pour le destin de l'individu. La description poétique la plus saisissante d'une telle destinée nous est donnée par Le Tasse dans son épopée romantique, La Jérusalem délivrée. Le héros, Tancrède, tue sans savoir que c'est elle, sa bien-aimée, Chlorinde, dans un combat où elle a revêtu l'armure d'un chevalier ennemi. Après les funérailles, il pénètre dans l'inquiétante forêt enchantée qui frappe d'effroi l'armée des croisés. Là, il fend un grand arbre avec son épée. Mais de la blessure de l'arbre jaillit du sang, et la voix de Chlorinde, dont l'âme était exilée dans l'arbre, se plaint à lui qu'il ait de nouveau blessé sa bien-aimée. De telles observations tirées du comportement dans le transfert et du destin des hommes nous encouragent à admettre qu'il existe effectivement dans la vie psychique une compulsion de répétition qui se place au-dessus du principe de plaisir. Du coup, nous voici enclins à rapporter à cette compulsion les rêves de la névrose d'accident et l'impulsion à jouer chez l'enfant. Cependant, il faut bien dire que nous ne pouvons saisir que rarement les effets de la compulsion de répétition à l'état pur, sans la collaboration d'autres motifs. Dans le cas du jeu des enfants, nous avons déjà mis en évidence les autres interprétations possibles de sa manifestation. Compulsion de répétition et satisfaction pulsionnelle aboutissant directement au plaisir semblent ici se recouper en une intime association. Les phénomènes du transfert sont manifestement au service de la résistance du moi, qui fait bonne garde pour maintenir le refoulement. La compulsion de répétition que la cure cherchait à mettre à son service est pour ainsi dire tirée de son côté par le moi solidement attaché au principe de plaisir. Dans ce qu'on pourrait appeler compulsion de destin, une grande part nous semble compréhensible rationnellement sans qu'on éprouve le besoin de faire intervenir un nouveau et mystérieux motif. Le cas le moins douteux est peut-être celui du rêve d'accident, mais en y réfléchissant de plus près, on est bien obligé d'admettre que même dans les autres exemples, l'action des motifs qui nous sont déjà connus ne rend pas compte adéquatement des faits. Il subsiste un résidu suffisant pour justifier l'hypothèse de la compulsion de répétition qui nous apparaît comme plus originaire, plus élémentaire, plus pulsionnelle que le principe de plaisir qu'elle met à l'écart. Mais s'il existe dans le psychisme une telle compulsion de répétition, nous voudrions bien en connaître quelque chose, à quelle fonction elle correspond, dans quelles conditions elle peut intervenir et quelle est sa relation au principe de plaisir, dont après tout nous avons jusqu'ici admis la domination sur le cours des processus d'excitation dans la vie psychique. Ce qui suit est spéculation, une spéculation qui remonte souvent bien loin et que chacun, selon ses dispositions personnelles, prendra ou non en considération. C'est aussi une tentative pour exploiter de façon conséquente une idée, avec la curiosité de voir où cela mènera. La spéculation psychanalytique prend pour point de départ cette impression qu'elle retire de l'investigation des processus inconscients. La conscience ne serait pas le caractère le plus général des processus psychiques, mais seulement une fonction particulière de ceux-ci. En termes métapsychologiques, on pose que la conscience est la fonction d'un système particulier qu'on désigne par les lettres CS conscience. Ce que la conscience nous livre consiste essentiellement en perception d'excitation venant du monde extérieur et en sensation de plaisir et de déplaisir qui ne peuvent provenir que de l'intérieur de l'appareil psychique. De ce fait, on peut attribuer au système PCCS une situation spatiale. PC, processus, CS, conscience. Ce système doit se trouver à la frontière de l'extérieur et de l'intérieur, être tourné vers le monde extérieur et envelopper les autres systèmes psychiques. Remarquons ici qu'avec ces hypothèses, nous n'avançons rien de nouveau, mais que nous rejoignons la théorie anatomique des localisations cérébrales qui situe le siège de la conscience dans l'écorce cérébrale, couche externe et enveloppante de l'organe central. L'anatomie cérébrale n'a pas besoin de se demander pourquoi, anatomiquement parlant, la conscience se trouve précisément placée à la surface du cerveau, au lieu de loger bien protégée quelque part au plus profond de celui-ci. Quant à nous, nous pourrons peut-être aller plus loin en cherchant à déduire la situation que nous attribuons au système PCCS. La conscience n'est pas la seule propriété qui spécifie les processus de ce système.
En nous appuyant sur les impressions tirées de notre expérience psychanalytique, nous admettons que tous les processus d'excitation qui se produisent dans les autres systèmes y laissent des traces durables, qui constituent le fondement de la mémoire, donc des restes mnésiques qui n'ont rien à faire avec le fait de devenir conscient. Souvent leur force et leur ténacité sont plus grandes si le processus les a laissés derrière. Lui n'est jamais venu à la conscience. Mais il ne nous est vraiment pas facile de croire que de telles traces durables de l'excitation apparaissent aussi dans le système BCCS. Si elle restait toujours consciente, elle limiterait très vite la capacité du système à recevoir de nouvelles excitations. Ces vues ne font que reprendre celles de Breuer à exposer dans la partie théorique des études sur l'hystérie, 1895. Mais si à l'inverse elle devenait inconsciente, elle nous mettrait dans l'obligation d'expliquer l'existence de processus inconscients dans un système dont le fonctionnement s'accompagne, d'autre part, du phénomène de la conscience. Nous n'aurions pour ainsi dire rien changé et rien gagné avec notre hypothèse qui cantonne le fait de devenir conscient dans un système particulier. Même si nos considérations ne sont pas absolument décisives, elles peuvent cependant nous pousser à supposer qu'il y a incompatibilité au sein d'un même système entre le fait de devenir conscient et le fait de laisser derrière soi une trace mnésique. Ainsi pourrions-nous dire que dans le système CS, le processus d'excitation devient conscient, mais ne laisse derrière lui aucune trace durable. Toutes les traces de ce processus sur lesquelles se fonde la mémoire se déposeraient dans les systèmes internes, voisins, lorsque l'excitation s'y propage. Le schéma que j'ai introduit dans la partie spéculative de l'interprétation du rêve, 1900, va dans le même sens. Si l'on songe un peu que nous savons par d'autres sources sur l'apparition de la conscience, on accordera du moins à notre proposition la conscience apparaît à la place de la trace mnésique, le mérite d'être une affirmation relativement précise. Le système CS se spécifierait donc en ceci qu'en lui, à la différence de ce qui se passe dans tous les autres systèmes psychiques, le processus d'excitation ne laisse pas derrière lui une modification durable des éléments du système, mais se dissipe, pour ainsi dire, dans le phénomène de devenir conscient. Une telle exception à la règle générale exige d'être expliquée par un facteur qui se trouve exclusivement dans ce système. Ce facteur, qu'il faut dénier aux autres systèmes, pourrait bien être la situation exposée du système CS en contact immédiat avec le monde extérieur. Représentons-nous l'organisme vivant sous la forme la plus simplifiée qui soit, comme une vésicule indifférenciée de substances excitables. Sa surface tournée vers le monde extérieur sera différenciée de par sa situation même et servira d'organe récepteur d'excitation. De fait, l'embryologie, en tant qu'elle répète l'histoire de l'évolution, montre que le système nerveux central provient de l'ectoderme. La matière grise du cortex reste bien le rejeton de la surface primitive et elle pourrait en avoir hérité des propriétés essentielles. On concevrait alors facilement que l'impact incessant des excitations externes sur la surface de la vésicule en modifie durablement la substance jusqu'à une certaine profondeur, de sorte que le processus d'excitation ne s'y écoule pas de la même façon que dans des couches plus profondes. Ainsi s'est formée une écorce qui, à force d'avoir été performée par l'action, par la brûlure, pour ainsi dire, des excitations, présente les conditions les plus favorables à la réception des excitations et est incapable d'être ultérieurement modifiée. Si l'on transférait une telle hypothèse au système CS, elle signifierait que les éléments de ce système ne peuvent plus admettre de modifications durables lors de la traversée de l'excitation, parce qu'ils sont déjà modifiés à cet égard de la façon la plus radicale. Mais du coup, les voici capables de faire apparaître la conscience. En quoi consiste cette modification de la substance et des processus d'excitation en elle? On peut cela représenter de différentes façons qui ne sauraient actuellement être vérifiées. On peut admettre que l'excitation dans son passage d'un élément à un autre doit surmonter une résistance et que cette diminution de la résistance constitue précisément la trace durable de l'excitation, frayage dans le système CS. Il n'existerait donc plus d'un élément à un autre cette résistance au passage. On peut rapprocher cette façon de se représenter les choses de la différence établie par Breuer
entre l'énergie d'investissement quiescente liée et l'énergie d'investissement librement mobile dans les éléments des systèmes psychiques. Breuer et Freud, études sur l'hystérie. Les éléments du système CS ne transmettraient pas d'énergie liée, mais seulement de l'énergie librement capable de décharge. Mais je crois qu'il vaut mieux pour l'instant s'exprimer sur ces points de la façon la moins stricte possible. Néanmoins, nos spéculations nous auront permis d'entrelacer dans un certain rapport l'apparition de la conscience, la situation du système CS et les particularités qu'il faut lui attribuer quant au processus d'excitation qui s'y déroule. Mais nous avons plus à dire de la vésicule vivante et de sa couche corticale réceptrice d'excitation. Ce petit fragment de substance vivante est plongé dans un monde extérieur, chargé des énergies les plus fortes, et il succomberait sous les coups des excitations qui en proviennent s'il n'était pourvu d'un par excitation qu'il acquiert ainsi. Sa couche la plus superficielle abandonne la structure propre au vivant, devient dans une certaine mesure anorganique et fonctionne désormais comme une enveloppe ou membrane spéciale qui tient l'excitation à l'écart. Les énergies du monde extérieur ne peuvent ainsi transmettre qu'un fragment de leur intensité aux couches voisines qui sont restées vivantes. Celles-ci peuvent alors, derrière le par excitation, se consacrer à la réception des sommes d'excitation qu'il a laissé passer. Par son dépérissement, la couche extérieure préserve du même destin toutes les couches plus profondes, du moins tant que des excitations ne surviennent pas avec une telle force qu'elles font effraction dans le par excitation. Pour l'organisme vivant, la fonction de par excitation est presque plus importante que la réception d'excitation. Il est pourvu de sa propre réserve d'énergie et doit avant tout tendre par ses efforts à ce que les transformations d'énergie qui opèrent en lui, selon des modalités particulières, soient préservées de l'influence égalisatrice et donc destructrice des énergies excessives qui sont à l'œuvre au dehors. La réception d'excitation sert avant tout à renseigner sur la direction et la nature des excitations externes, et pour ce faire, il suffit de prélever de petits échantillons du monde extérieur, d'en déguster des quantités minimes. Dans les organismes très évolués, la couche corticale réceptrice d'excitation, qui enveloppait autrefois la vésicule, s'est depuis longtemps retirée profondément à l'intérieur du corps, mais des parties de cette couche sont restées à la surface immédiatement sous le par excitation de l'ensemble du corps. Ce sont les organes des sens. Ils comportent pour l'essentiel des appareils pour la réception des actions excitatrices spécifiques, mais aussi des dispositifs spéciaux qui redoublent la protection contre les sommes excessives d'excitation et qui tiennent à l'écart les types inadéquats d'excitation. Ils ont pour caractéristique de n'élaborer que de minimes quantités de l'excitation externe. Ils ne prennent qu'un échantillonnage du monde extérieur. On pourrait les comparer à des antennes qui font des tentatives d'approche vers le monde extérieur pour à nouveau s'en retirer.